Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui afin de continuer nos cours en principe de comptabilité. Alors, donc, nous sommes arrivés au cours numéro 4 qui porte sur une introduction aux états financiers. Allons-y. Donc, les états financiers comptent parmi les sources d'informations les plus importantes sur lesquelles les différents utilisateurs comptent pour obtenir des renseignements financiers représentant les extrants du système d'information comptable. D'accord? Donc, les états financiers aident à quoi? Aident à produire ou bien construire un système d'information comptable. Donc, les états financiers servent à identifier les informations comptables ou bien les sources d'informations comptables les plus importantes, d'accord, dont les utilisateurs ont besoin. Par exemple, le commissaire au compte, il a besoin de ces informations-là afin de procéder à l'audit ou bien le contrôle. D'accord? Donc, la situation financière, les résultats des activités et les flux de trésorerie qui profitent à un large éventail d'utilisateurs des états financiers dans les décisions. D'accord? Donc, lorsque l'utilisateur peut savoir la situation financière, donc il peut procéder à quoi? À la prise de décision au sein de l'entreprise, bien sûr. Par conséquent, les éléments des listes financières doivent être identifiés et un ensemble de considérations doit être formulé lors de la présentation des listes financières. D'accord? Donc, les listes financières sont les états financiers en vue d'assurer leur présentation correcte et équitable et ainsi atteindre leur objectif, la capacité de fournir les informations nécessaires aux utilisateurs des états financiers afin de les aider à prendre des décisions rationnelles. Toutefois, les états financiers varient d'un pays à l'autre et afin de réduire ces différences, les états financiers, la première norme comptable, ont été publiés, ce qu'on appelle l'IAS 1, afin d'assurer une comparaison entre les périodes ou bien comparer entre les institutions. D'accord? Donc, ils ont créé cette norme, ce qu'on appelle l'IAS numéro 1, afin de diminuer les différences entre les pays parce que chaque pays a son propre plan comptable. D'accord? Donc, ils ont créé cette norme-là afin de réduire ces différences. D'accord? Et ils ont créé des états financiers standards. Ça veut dire consolidés. Ils sont internationaux. Donc, toutes les entreprises du monde entier peuvent les utiliser. Donc, c'est pour ça qu'ils ont créé les états financiers. Alors, le passage aux normes IFRS dans l'Union européenne est présumé faciliter
la comptabilité des états financiers, diffusée bien sûr par les sociétés cotées. Et cela afin d'assurer un fonctionnement performant du marché de capitaux. Donc, les normes comptables internationales appelées l'IAS ont devenu normes internationales d'information financière, ce qu'on appelle l'IFRS, sont entrées en vigueur pour les états financiers des exercices ouverts à partir du 1er janvier de l'année 2005 pour toutes les sociétés européennes présentant des comptes consolidés. D'accord? Donc, c'est standard. Alors, l'IASC est devenu l'IASB par la réforme du 24 mai de l'année 2000. Définit les états financiers comme une représentation financière structurée de la situation financière et des transactions conduites par une entité. Donc, on dit entité ou bien on dit société ou bien on dit entreprise. C'est pareil. Donc, selon cette norme-là que je vous ai citée, ce qu'on appelle l'IAS numéro 1, c'est un jeu complet d'états financiers qui doit être élaboré et diffusé par les sociétés et il doit comprendre les pièces suivantes. On a un état de situation financière ou bien ce qu'on appelle le bilan. On a un état de résultat global ou bien ce qu'on appelle le compte de résultat. On a un tableau de flux de trésorerie de la période. On a un état de variation de capitaux propres de la période et des notes sur les méthodes comptables appliquées et d'autres informations explicatives ou bien ce qu'on appelle les annexes. Donc, l'objectif principal de ce cours est d'exposer les caractéristiques de l'information financière présentée selon le référentiel IAS-IFRS et surtout la norme numéro 1 et d'explorer le contenu des états financiers. Donc, c'est ça le but ultime de ce cours. Alors, quels sont les objectifs des états financiers? L'objectif des états financiers à usage général est de fournir des informations sur 3 éléments. Premièrement, on a la situation financière. Donc, qui dit situation financière veut dire que ce soit les gains ou bien les pertes. D'accord? Deuxièmement, on a la performance financière. D'accord? Est-ce que cette entreprise est performante financièrement? Est-ce qu'elle peut concurrencer les autres concurrents? D'accord? Et troisièmement, on a les flux de trésorerie de l'entreprise qui soient utiles à un large éventail d'utilisateurs pour la prise de décisions économiques. Donc, les flux de trésorerie permettent de prendre des décisions sur le plan économique, bien sûr. Donc, qui vont prendre ces décisions-là? C'est les utilisateurs, d'accord? Y compris les tiers, les propriétaires,
les actionnaires, etc. Donc, la présente norme a pour objectif de prescrire le mode de présentation général des états financiers afin qu'ils soient comparables tant aux états financiers de l'entité pour les exercices antérieurs qu'aux états financiers d'autres entités. Donc, pour atteindre cet objectif, la présente norme fournit des considérations générales de présentation des états financiers, donne des commentaires sur leur structure et établit les dispositions minimum pour le contenu des états financiers préparés selon la méthode de la comptabilité d'exercice. La comptabilisation, l'évaluation et les informations à fournir sur des événements et des opérations spécifiques font l'objet d'autres normes comptables internationales ou bien que ce soit du secteur privé ou bien du secteur public. D'accord? Donc, on l'a déjà dit, le secteur privé doit respecter les normes IAS et IFRS et le secteur public doit respecter les normes IPSAS. D'accord? Donc, ça concernant l'objectif de la norme IAS 1. Donc, les états financiers sont une représentation financière structurée des événements affectant une entreprise ou bien une organisation et des transactions réalisées par celle-ci. L'objectif principal des états financiers est de fournir des informations sur la situation financière, la performance et les flux de trésorerie d'une entité ou bien d'une entreprise. Ces informations étant utiles à une gamme variée d'utilisateurs lors de leur prise de décision économique. Donc, les états financiers servent ainsi à comparer dans le temps la performance d'une entreprise par rapport à ses performances passées, mais aussi par rapport à d'autres entreprises. Donc là, l'étude du marché ou bien des concurrents. Donc les états financiers et l'information comptable ne sont pas définis de la même façon dans le référentiel français et dans le référentiel international IFRS. Donc, en IFRS, les états financiers comprennent désormais dans la norme IAS numéro 1, l'article 10, le bilan, le compte de résultat, l'état des variations de capitaux propres, le tableau des flux de trésorerie, les annexes. D'accord? Donc, les annexes sont ainsi partie intégrante des états financiers. Elles contiennent un résumé des principales méthodes comptables, certaines autres informations explicatives, ainsi que tout autre document utile à la compréhension des comptes. Donc, ces documents forment un tout indissociable. Pour être utiles et valides, les informations comptables qu'ils contiennent doivent être intelligibles. Ça veut dire que son lecteur doit pouvoir se forger une opinion sur l'activité de l'entreprise à la simple lecture des informations comptables. D'accord? Elle doit être aussi pertinente. Elle doit avoir une importance relative. Elle doit être fiable. D'accord? Donc, ce sont les principales exigences afin d'élaborer les états financiers. D'accord?
Donc, bien que la réglementation diffère de pays en pays, les états financiers d'entreprise cotés doivent généralement être audités et approuvés par des auditeurs indépendants. Donc, on a vu c'est quoi l'auditeur? C'est le commissaire aux comptes. D'accord? Donc, c'est ça l'objectif. Donc, la norme IAS 1 prescrit la base de présentation des états financiers à usage général afin qu'ils soient comparables tant aux états financiers de l'entité pour les périodes antérieures qu'aux états financiers d'autres entités, parce qu'elle énonce les dispositions générales relatives à la présentation des états financiers, des lignes directrices concernant leur structure et les dispositions minimales en matière de contenu. Donc, les états financiers doivent fournir des informations sur la situation financière, la performance financière et les flux de trésorerie d'une entité. Donc, ces informations sont utiles à un large éventail d'utilisateurs pour la prise de décision économique. Les états financiers montrent également les résultats de la gestion des ressources confiées à une entité. Ils ne concernent pas spécifiquement les comptes consolidés, mais tous les comptes présentés par les entités conformément aux normes IFRS par obligation ou par choix. Les états financiers sont établis dans le respect de principes et de formalités de présentation. Les états financiers doivent être conformes au IFRS et présenter une image fidèle de la situation financière, de la performance financière et des flux de trésorerie de l'entité. Donc, ils sont établis dans le respect des principes comptables suivants. Donc, l'entité doit clairement identifier les états financiers afin de les distinguer des autres informations utiles aux différents utilisateurs concernés, et l'entité doit indiquer de façon bien évidente les informations énumérées dans les diapos à venir. D'accord? Donc, grosso modo, les objectifs des états financiers des gouvernements sont fondés sur les besoins de leurs utilisateurs et tiennent compte des limites des états financiers comme moyen d'information de la nature des activités des gouvernements et du contrôle législatif. Alors, quelles sont les composantes des états financiers? Donc, un jeu complet d'états financiers comprend 5 pièces comptables. Premièrement, on a le bilan. D'accord? Le bilan comporte les actifs et les passifs. Donc, on a 5 classes. On peut trouver 5 classes dans le bilan, de la classe 1 jusqu'à la classe numéro 5. D'accord? Deuxièmement, on a le compte de résultats. Donc, le compte de résultats comporte les charges et les produits. D'accord? Donc, il comporte les deux classes 6 et 7. D'accord? Il va donner le résultat ou bien la situation financière de l'entreprise, que ce soit des gains ou bien des pertes. D'accord? Troisièmement, on a un état des variations des capitaux propres, incluant bien sûr l'ensemble des variations de capitaux propres ou excluant les variations issues des transactions avec les détenteurs du capital.
D'accord? Et quatrièmement, on a le tableau des flux de la trésorerie. Et finalement, on a des notes annexes contenant un résumé des principales méthodes comptables et autres notes explicatives. D'accord? Donc, les annexes sont facultatives. D'accord? Elles peuvent contenir les principales méthodes comptables utilisées dans la comptabilisation des événements économiques qui se déroulent au sein de l'entreprise. D'accord? Donc, les composantes énumérées au paragraphe 19 sont désignées sous différentes appellations, tant au sein d'une juridiction que d'une juridiction à l'autre. Donc, l'état de la situation financière peut également porter le nom de bilan ou d'état de l'actif et du passif. L'état de performance financière pourra également être appelé état des produits et des charges, compte de résultats, compte d'exploitation ou bien compte des profits et des pertes. Les notes aux états financiers peuvent comprendre les éléments dénommés tableaux dans certaines juridictions. D'accord? Donc, les états financiers présentent aux utilisateurs les ressources et les obligations d'une entité à la date de reporting des flux de ressources entre date et reporting. D'accord? Donc, ces informations sont utiles pour les utilisateurs qui évaluent la capacité d'une entité à poursuivre la fourniture de biens et de services à un certain niveau, ainsi que le niveau de ressources susceptibles de devoir à être fourni à cette entité à l'avenir pour lui permettre de continuer à faire face à ses obligations de, par exemple, prestation de services. D'accord? Alors là, si on parle du secteur public. Donc, afin de préparer un état financier, il y a des principes à respecter. Donc, respectés par qui? Par le comptable, bien sûr. Donc, les principes de préparation des états financiers sont, il y a 6 principes. Donc, premièrement, on a la présentation d'une image fidèle et conformité au IFRS. Donc, on a vu c'est quoi la norme IFRS. Donc, c'est une norme comptable et financière. Elle est standard et internationale. D'accord? Donc, il faut respecter ces normes-là. Deuxièmement, on a l'hypothèse de base pour la préparation des états financiers IFRS. Troisièmement, on a la cohérence de la présentation. Quatrièmement, on a l'importance relative et regroupement d'éléments dans les postes des états financiers. Donc, il faut regrouper les éléments selon leur classe dans le plan comptable. D'accord? Cinquièmement, on a le principe de non-compensation. Et finalement, on a des informations comparatives. Donc, ces informations-là vont nous permettre de comparer entre ce qui est mentionné sur les livres comptables et sur les pièces justificatives. D'accord? Donc, on doit trouver les mêmes informations dans les états financiers.
Donc maintenant, on va voir comment présenter une image fidèle et conformité aux normes IFRS. Premièrement, on a la nécessité d'une représentation fidèle des effets des transactions. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire les effets des transactions? Par exemple, on a les opérations d'achat ou bien les opérations de vente ou bien par exemple opérations d'encaissement, d'accord? Ou bien de placement, d'accord? Donc, autre événement et conditions conformément aux définitions et aux critères de comptabilisation des actifs, des passifs, des produits et des charges définies dans le cadre. D'accord? Donc, cette représentation doit être similaire aux états financiers. D'accord? Donc, comment présenter ces événements économiques à travers les actifs, les passifs, les produits et les charges? D'accord? Donc, l'application des IFRS ou bien de la norme IFRS va nous conduire à des états financiers qui donnent une image fidèle parce que c'est consolidé. D'accord? Deuxièmement, cette présentation va nous imposer de choisir et d'appliquer des méthodes comptables conformément à la norme IAS 8. Donc, cette norme comporte les méthodes comptables et le changement d'estimation comptable et erreur. D'accord? Donc, la norme IAS, elle est articulée. Ça veut dire, elle est composée de plusieurs articles. 1, 2, 3, jusqu'à ce que la norme IAS va traiter tous les cas comptables que les entreprises peuvent rencontrer dans la vie économique. D'accord? Donc, la norme IAS 8, elle permet de changer les estimations comptables et les erreurs. Troisièmement, cette norme impose de présenter des informations, y compris les méthodes comptables bien sûr, d'une manière à fournir une information pertinente, fiable, comparable et compréhensible. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Une information pertinente. Donc, la pertinence veut dire qu'elle est en relation directe avec la pièce justificative ou bien avec l'événement économique qui s'est déroulé au sein de l'entreprise. La fiabilité, qu'est-ce que ça veut dire la fiabilité? Ça veut dire que l'information doit être exacte et correcte. D'accord? Elle ne doit pas être biaisée. Comparable. On peut comparer entre les informations. Et compréhensible, ça veut dire elle est facile à comprendre par qui? Par les tiers et les utilisateurs et les propriétaires et les actionnaires. Et quatrièmement, elle impose de fournir des informations supplémentaires lorsque le respect des dispositions spécifiques des IFRS est insuffisant pour la compréhension des incidences de transactions. Événements sur la situation financière et la performance
financières. Donc, ces normes-là doivent fournir des informations supplémentaires, d'accord, pour mieux comprendre les normes ou bien les dispositions spécifiques des IFRS. Donc, l'application des IFRS va conduire à des états financiers qui donnent une image fidèle. Et c'est ça le but ultime de cette norme-là. Donc, quelles sont les hypothèses de base pour la préparation des états financiers? Bien sûr, selon la norme IFRS. Donc, premier principe ou bien première hypothèse, on a le principe de continuité d'exploitation. D'accord? Selon l'activité de l'entité ou bien de l'entreprise. Deuxièmement, on a l'appréciation en tenant compte de toutes les informations disponibles sur l'avenir et sur une période d'au moins 12 mois après la clôture de l'exercice. D'accord? Donc, après avoir clôturé toutes les opérations et tous les comptes comptables d'un certain exercice, par exemple l'année 2023, donc je dois attendre 12 mois, d'accord, afin de recevoir les informations disponibles qui vont me permettre d'élaborer les états financiers. D'accord? Donc ça, concernant les hypothèses. Et concernant la cohérence de la présentation, donc pour assurer la comptabilité d'un exercice à l'autre, la présentation et le classement des postes des états financiers doivent être conservés d'une période à l'autre. Donc, on a deux situations qui peuvent justifier un changement. Premièrement, lors d'un changement important de la nature des activités de l'entreprise ou bien un examen de la présentation des états financiers, bien sûr faisant apparaître que ce changement est approprié à l'égard des critères de sélection et d'application des méthodes selon la norme IAS 8. Donc, c'est une méthode comptable qui permet le changement d'estimation comptable et les erreurs. Donc, on a des informations plus fiables et plus pertinentes. Et deuxièmement, concernant la cohérence, ce changement est imposé par une norme ou bien une interprétation. D'accord? Donc, les changements vont ou bien ils doivent obéir aux normes IAS 8. D'accord? Donc, on a des dispositifs à respecter. On ne peut pas procéder au changement sans respecter les normes qu'on a déjà citées. D'accord? Et même les erreurs doivent obéir à ces normes-là. Donc, quelle est l'importance relative et les regroupements d'éléments dans les postes des états financiers? Donc, premièrement, chaque catégorie significative d'éléments similaires. D'accord? Donc, ça va mener à une présentation séparée dans les états financiers. D'accord? Comme par exemple, on sépare dans le bilan entre les actifs et les passifs. Et on sépare entre les classes qu'on a étudiées. D'accord? On ne peut pas mentionner un élément
qui appartient par exemple à la classe 1 dans la classe 2. Donc, il faut catégoriser les éléments, d'accord? Deuxièmement, on a les éléments dont la nature ou bien la fonction est dissemblable. Donc, ça va mener à quoi? À une présentation séparée dans les états financiers. D'accord? Et troisièmement, les éléments ou bien les catégories d'éléments non significatifs. Alors là, on n'a pas de présentation séparée. D'accord? Donc, ça concerne l'importance et le regroupement des éléments dans la préparation des états financiers. Alors, et concernant le principe de non-compensation, donc les actifs et les passifs au bilan et les charges et les produits au compte de résultat. Donc, on a vu le bilan et le compte de résultat. Le bilan comporte les éléments de la classe 1 jusqu'à la classe 5. D'accord? Et le tableau de compte de résultat comporte les charges et les produits. Donc, on a quelle classe? La classe 6 et la classe 7. D'accord? Donc, on a vu ces documents-là. Donc, les actifs et les passifs et les charges et les produits ne doivent pas être compensés, sauf en cas d'obligation ou bien d'autorisation par une norme. Une norme, ça veut dire les dispositifs, d'accord? Ou bien d'une autorisation par une norme ou bien une interprétation. D'accord? Donc, c'est interdisant de compenser entre les classes ou bien les éléments. D'accord? Donc, je vous ai donné un exemple sur la non-compensation dans les cours précédents. Et concernant les informations comparatives, donc on a l'obligation d'inclure l'information comparative pour tous les montants figurant dans les états financiers. Donc, si nécessaire, sous forme narrative ou bien descriptive. D'accord? Alors, on doit mentionner la nature de cette information ou bien de cet événement économique. D'accord? Sauf autorisation du ou bien disposition contraire d'une norme. Donc, lorsqu'il s'agit d'une disposition contraire d'une norme, alors là, on ne doit pas comparer entre les informations parce que les dispositifs disent qu'il n'y a pas de comparaison. D'accord? Donc, il faut juste obéir aux décrets et aux normes comptables internationales. Alors, donc, le changement de présentation ou bien de classement se répartit en deux parties essentielles. Donc, premièrement, on a le reclassement des informations comparatives praticables, informations à inclure en annexe sur trois éléments. Premièrement, on a la nature du classement ou bien du reclassement. D'accord? Deuxièmement, on a le montant de chaque élément ou de poste reclassé. Et troisièmement, on a la raison du reclassement. D'accord? Donc, on dit reclassement ou bien on dit en changement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on change
l'articulation de l'opération comptable. Par exemple, j'ai commis une erreur, par exemple en élaborant le bilan, et après j'ai découvert cette erreur. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois reclasser ou bien changer les éléments erronés. Alors, donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois respecter ces normes-là. Donc, je dois citer ou bien mentionner la nature du classement, du reclassement, ainsi que le montant de chaque élément ou poste reclassé. Ensuite, la raison du reclassement. D'accord? Pourquoi je fais ce changement? D'accord? Ça concerne la première partie. Deuxième partie, on a le reclassement des informations comparatives non praticables. Informations à inclure en annexe sur deux éléments. Donc, premier élément, on a la raison de l'impossibilité du reclassement des montants. D'accord? On doit citer pourquoi je ne peux pas reclasser ces montants-là. Quelle est la raison? Deuxièmement, on a la nature des ajustements qui auraient été apportés si les montants avaient fait l'objet d'un reclassement. D'accord? Donc, si ces montants-là ont été l'objet d'un reclassement, donc, je dois citer la nature des ajustements. D'accord? Donc, ça concerne le changement et le reclassement de présentation des états financiers. D'accord? Maintenant, on va aborder les principes d'identification des états financiers. Donc, on a 4 principes. Premièrement, les états financiers doivent être clairement identifiés et distingués des autres informations figurant dans un même document publié. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on en déduit? Que les états financiers doivent être distingués des autres documents comptables. Par exemple, on a le grand livre, on a le livre comptable, donc tous les documents qu'on a étudiés. Donc, il faut que les états financiers doivent être clairs, d'accord, et bien identifiés. Deuxièmement, ou bien deuxième principe, les normes IFRS ne s'appliquent qu'aux états financiers, d'accord? Donc, c'est une règle à respecter. Donc, on a les normes IFRS et IAS qui doivent être appliquées aux états financiers. Donc, on a vu quels sont les états financiers. On a les bilans, on a le tableau de compte de résultats, les flux de la trésorerie, etc. D'accord? Donc, on applique ces normes-là aux états financiers. D'accord? Et troisièmement, le bilan, le compte de résultats, le tableau de variation des capitaux propres, le tableau des flux de trésorerie et l'annexe doivent être clairement identifiés. D'accord? On a vu les modèles de ces pièces-là, d'accord? Ou bien de ces documents-là. Je vous ai donné les modèles. Ce sont des modèles internationaux et standards. D'accord? Et quatrièmement, on a le principe d'obligation de présenter de façon évidente et répétée, si nécessaire, à une bonne compréhension les informations suivantes. Donc, quelles sont ces informations donc qu'on doit comprendre?
Ce sont des informations très nécessaires en établissant quoi? En établissant les états financiers. Donc, on va les voir maintenant. Donc, le nom ou tout autre mode d'identification de l'entité présentation, les états financiers et toute modification intervenue depuis la date de clôture précédente. D'accord? Donc, on peut identifier les états financiers à travers le nom. D'accord? Le nom de cet état financier ou bien le nom de la modification intervenue. D'accord? Après avoir clôturé l'année comptable ou bien l'année financière. D'accord? Deuxièmement, le fait que les états financiers concernent une entité seule ou un groupe d'entités. Donc, les états financiers peuvent concerner une seule entreprise ou bien un groupe d'entreprises. Donc, quand est-ce que ça concerne un groupe d'entreprises? Je vais vous dire. Parfois, par exemple, on a les sociétés multinationales. D'accord? Par exemple, la direction générale se trouve, par exemple, en Algérie, par exemple, et les filiales, donc, qu'est-ce que ça veut dire les filiales? Ce sont les entreprises qui appartiennent à cette entreprise qui se trouve en Algérie. Donc, les filiales, par exemple, se trouvent au pays du Comore, par exemple. Donc, on peut établir des états financiers qui comportent les événements économiques qui se déroulent au sein de la société mère ainsi que les sociétés filiales. D'accord? Donc, c'est ça le but de cette phrase-là. Ensuite, la date de clôture ou la période couverte par les états financiers. Donc, c'est une information nécessaire. La date de clôture. Donc, on a déjà dit les cours précédents que la période ou bien l'exercice comptable est généralement de 12 mois ou bien d'une année et parfois on peut compter par trimestre lorsque l'activité est saisonnière. D'accord? Donc la date de clôture est très importante. Ensuite, la monnaie de présentation telle que définie dans la norme IAS 21. Donc c'est quoi la monnaie? C'est par exemple le dinar, ou bien le euro, ou bien le dollar. D'accord? Donc, comptabilisation des effets des variations de cours des monnaies. Ce qu'on appelle le taux de change. D'accord? Et on a le niveau d'arrondi retenu par la présentation des montants dans les états financiers. Donc, souvent, plus compréhensible en milliers ou bien en millions. D'accord? Donc, on doit arrondir les chiffres. D'accord? Ce sont des méthodes mathématiques à respecter. Donc, qu'est-ce qu'on en déduit? Donc, on déduit que le mode de présentation approprié est une question de jugement, donc qui peut être sous forme de titre de page et d'intitulé de colonne. D'accord? C'est comme ça qu'on présente un état financier. Donc, on va aborder maintenant la durée de la période couverte par les états financiers. Donc, les états financiers doivent être présentés au minimum une fois par an, d'accord? Généralement, c'est 12 mois, conduisant à des périodes de 1 an
ou bien éventuellement de 52 semaines, d'accord? Donc la période est couverte par une année, d'accord? Lorsque la date de clôture est modifiée, l'entreprise doit présenter 3 éléments. Premièrement, la durée de la période couverte par les états financiers. Deuxièmement, la raison pour laquelle la période est plus longue ou plus courte. Et troisièmement, le fait que les montants comparatifs du compte de résultat, de l'état des variations de capitaux propres, des flux de trésorerie et des notes annexes liées ne sont pas totalement comparables. D'accord? Donc, ce sont les éléments les plus répandus que l'état financier doit contenir. D'accord? Donc, ça concerne la durée ou bien la période couverte par les états financiers. Généralement, c'est une année lorsque l'activité est standard, mais lorsque l'activité est saisonnière, on a 3 mois, d'accord? Et elle peut même être mensuelle, selon l'activité de l'entreprise. Donc maintenant, on va passer à la présentation du bilan. Donc le bilan, c'est un état financier. Comment on doit le présenter? On va voir. Premièrement, on a les critères de distinction des actifs courants et des actifs non courants. D'accord? Donc, premièrement, on commence par les actifs courants. Soit l'entité s'attend à réaliser l'actif, le vendre ou bien le consommer dans le cadre du cycle normal de son exploitation, même s'il est réalisé dans un délai supérieur à 12 mois après la date de clôture. Donc, soit l'actif est détenu essentiellement aux fins d'être négocié, soit l'entreprise s'attend à réaliser l'actif dans les 12 mois suivants la date de clôture de l'exercice, ou bien si l'actif est de la trésorerie ou un équivalent de trésorerie, sauf s'il ne peut être changé ou utilisé pour régler un passif pendant les 12 mois qui suivent la date de clôture. Donc, ça va mener à quoi? Tous les autres actifs doivent être classés comme des actifs non courants. D'accord? Donc, est-ce que vous avez compris comment distinguer les actifs courants? Deuxième critère, donc on a les critères de distinction des passifs courants et des passifs non courants. Donc les passifs courants, soit l'entité s'attend à régler le passif au cours du cycle normal d'exploitation, et ce, même si l'échéance est au-delà de 12 mois, soit le passif est détenu essentiellement aux fins d'être négocié, soit le passif doit être réglé dans les 12 mois à compter de la date de clôture, et ce, même si l'échéance d'origine était fixée à plus de 12 mois, et un accord de refinancement ou de rééchelonnement des paiements à long terme est conclu après la date de clôture et avant la date d'approbation des comptes. Donc, alors là, la condition, c'est de approuver ces comptes avant la clôture, d'accord? Et soit l'entité ne dispose pas d'un droit inconditionnel
de différer le règlement du passif pour au moins 12 mois à compter de la date de clôture. Donc, cela va mener tous les autres passifs doivent être classés comme des passifs non courants. Donc, c'est comme ça qu'on distingue entre les passifs courants et non courants. On a un cas particulier. Donc, si l'entité ou bien l'entreprise ou bien la société ne respecte pas un engagement de remboursement et si ce fait rend le passif remboursable à vue, donc pas d'octroi du prêteur de délai supplémentaire, alors là, ça va mener au classement en passif courant car la dette est exigible. D'accord? Donc la première, ou bien le premier cas, lorsque le prêteur de délai n'octroie pas un autre délai supplémentaire à l'entreprise. D'accord? Alors là, l'entreprise doit classer ces montants comme passif courant. D'accord? Car c'est une dette. Deuxième cas, on a l'octroi du prêteur d'un délai supérieur à 12 mois après la date de clôture et octroi intervenant entre la date de clôture et la date d'autorisation de publication des comptes. D'accord? Donc là, on va classer en passif courant parce que pas de droit inconditionnel à la date de clôture. Et le troisième cas, octroi du prêteur d'un délai supérieur à 12 mois avant la date de la clôture. Donc là, on doit classer en passif non courant parce que c'est une dette non exigible durant une période de 12 mois après la date de clôture. D'accord? Donc, ce sont des cas particuliers des passifs courants et non courants. D'accord? Donc, il faut les apprendre par cœur. Maintenant, on va aborder les rubriques minimales à présenter dans le bilan. Donc, quels sont les principes qu'on doit respecter? Premièrement, aucun ordre ou format n'est requis. Deuxièmement, l'obligation de classer les actifs et les passifs en éléments courants et non courants, sauf si une présentation par liquidité est plus appropriée. D'accord? Donc, on est obligé de classer les passifs et les actifs des éléments courants et non courants. D'accord? Et troisièmement, une liste minimum de rubriques est requise car les éléments sont très différents. Donc, ça concerne les principes. Concernant les rubriques minimales du bilan, on a l'immobilisation corporelle, l'immeuble de placement, l'immobilisation incorporelle, les actifs financiers, les participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence, les actifs biologiques, les stocks, les clients et les autres débiteurs, ainsi que la trésorerie et équivalent de trésorerie. Donc, ce sont les rubriques minimales à respecter dans le bilan. Sans oublier les fournisseurs et les autres créditeurs, les provisions, les passifs financiers autres que les fournisseurs et autres créditeurs et les provisions, actifs et passifs d'impôts exigibles tels que définis dans la norme IAS 12 portant sur les impôts sur le résultat, les actifs et les passifs d'impôts différés
tels que définis dans la norme IAS 12, les intérêts minoritaires présentés au sein des capitaux propres et finalement les capitals émis et réserves attribuables aux détenteurs de capital de la société mère. Donc, par ailleurs, il doit être mentionné le total des actifs non courants destinés à être cédés et les actifs et passifs faisant l'objet d'abandon d'activité conformément à la norme IFR S5 qui porte sur les actifs non courants destinés à être cédés et abandon d'activité. D'accord? Maintenant, on va aborder les rubriques minimales au bilan à subdiviser ou bien à adapter pour comprendre la situation financière de la société. Donc, les critères d'application du jugement pour évaluer la nécessité de rubriques supplémentaires sont la nature et la liquidité des actifs, la fonction des actifs au sein de l'entité, les montants, la nature et l'échéance des passifs. Donc l'entité doit présenter soit au bilan, soit dans les notes annexes les subdivisions complémentaires au poste présenté, classées d'une manière adaptée à l'activité de l'entreprise. Le niveau de détail dépend d'une part des dispositions de l'IFRS et d'autre part de l'appréciation de la taille, la nature et la fonction des montants concernés. On a d'autres informations à présenter dans le bilan ou bien dans les notes annexes. Donc pour chaque catégorie de capital, on a le nombre d'actions autorisées, le nombre d'actions émises et entièrement libérées et le nombre d'actions émises et non entièrement libérées. On a la valeur nominale des actions ou bien le fait que les actions n'ont pas de valeur nominale, un rapprochement entre le nombre d'actions et en circulation au début à la fin de la période, les droits, privilèges et restrictions attachées à cette catégorie d'actions, y compris les restrictions relatives à la distribution de dividendes et au remboursement du capital. Donc, c'est quoi les dividendes? Ce sont les gains après avoir placé l'argent dans les marchés financiers. On a les actions de l'entreprise détenues par elle-même ou par ses filiales ou entreprises associées. On a les actions réservées pour une émission dans le cadre d'options et de contrats de vente d'actions, y compris les modalités et les montants. Donc, on a une description de la nature et de l'objet de chacune des réserves figurant dans les capitaux propres. Donc, ça concerne les informations qu'on doit présenter lorsqu'on prépare le bilan ou bien l'annexe. Maintenant, on va passer au compte de résultats. Donc, on a le principe. Le premier principe, tous les éléments de produits ou bien de charges comptabilisés au cours d'une période doivent inclure dans le résultat de la période, sauf si une norme ou bien une interprétation impose un autre traitement. Cette disposition inclut les effets des changements de méthode comptable, sauf dans des cas spécifiques traités par la norme IAS 8. Méthode comptable, changement d'estimation et erreur. Information minimum à présenter au compte de résultats. Les produits des activités ordinaires, ça veut dire les revenus, les charges financières, la quote-part dans le résultat des entreprises associées
et des co-entreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence, la charge d'impôt sur le résultat, le profit ou bien la perte nette d'impôt relatif aux activités abandonnées et à la cession des actifs et le résultat de la période. Le résultat doit aussi faire apparaître le résultat attribuable aux intérêts minoritaires, le résultat attribuable aux détenteurs de capital de la société mère. Donc les rubriques et les sous-totaux supplémentaires à présenter lorsque c'est nécessaire à la compréhension de la performance financière de l'entité en considérant l'importance relative, la nature et la fonction des composantes des produits et des charges. Pas d'éléments extraordinaires, que ce soit dans le corps des états financiers ou bien dans les notes annexes. La présentation selon la méthode des charges par nature ou bien la méthode des charges par fonction. Lorsque la méthode de présentation des charges par fonction est retenue, il est requis de fournir des informations supplémentaires dans les notes annexes sur la nature des charges, y compris les dotations aux amortissements et aux provisions et les charges liées au personnel. Le choix entre les deux méthodes dépend de facteurs à la fois historiques et liés au secteur d'activité ainsi qu'à la nature d'entité. Maintenant, on va passer aux états des variations des capitaux propres. Donc, les variations globales des capitaux propres reçoit le total des produits et charges générés par les activités de l'entreprise au cours de la période, qu'ils soient comptabilisés en résultats ou bien en capitaux propres, hors variation résultant de transactions avec les détenteurs du capital. Donc, c'est comme ça qu'on calcule les variations des capitaux propres. Le contenu, donc, on a le résultat de l'exercice. Chacun des éléments des produits et des charges de la période comptabilisée directement dans les capitaux propres, conformément aux dispositions imposées par d'autres normes ou bien par des interprétations, ainsi que le total de ces éléments. Le total des produits et des charges de la période constatée en résultat ou bien en capitaux propres, attribuables aux intérêts minoritaires et attribuables aux détenteurs du capital de la société. Les effets des changements de méthode comptable et des corrections d'erreurs comptabilisées conformément à la norme IAS 8. Méthode comptable, changement d'estimation et erreurs. Donc, on a autre information à présenter, soit dans l'état des variations des capitaux propres, soit dans les notes des annexes. Donc, on a les montants des transactions avec des détenteurs de capital agissant en cette qualité en présentant séparément les distributions aux détenteurs du capital. On a le solde des résultats non distribués en début de la période et à la date de clôture, ainsi que les modifications en cours de période. On a un rapprochement entre la valeur comptable en début et en fin de la période de chaque catégorie de capital apporté et de chaque réserve en indiquant chaque élément de variation séparément. Informations à présenter, soit dans le compte de résultat, soit dans les états des variations des capitaux propres, soit dans les notes des annexes. Donc, le montant des dividendes comptabilisés au titre de distribution aux détenteurs de capital au cours de la période, ainsi que le montant concerné par action. Donc maintenant, on va passer au tableau des flux de trésorerie.
Donc, l'objectif du tableau des flux de trésorerie est de fournir des informations permettant aux utilisateurs des états financiers d'évaluer la capacité de l'entreprise à générer de la trésorerie, des équivalents de trésorerie, les besoins d'utilisation de cette trésorerie. Donc, le tableau des flux de trésorerie doit présenter les flux de trésorerie de l'exercice classé en flux des activités opérationnelles, flux des activités d'investissement et finalement flux des activités de financement.